sais qu'on est retransmis également en streaming, donc bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. On a une belle table ronde ce soir avec une personne qui est à distance et deux invités qui sont parmi nous. Le titre de cette table ronde, Responsabilité numérique des entreprises vers une utilisation plus durable du digital. Donc tout un programme, et on va essayer de construire en fait cette table ronde dans un premier temps sur 3 tempos. Une mise en place déjà, puis la praticité au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des entreprises, et puis le futur. Nos 3 intervenants, Bettina Laville, puis Véronique Turner qui est à distance, et Marc Antonini, qui est juste ici, et moi-même Frédéric Bossard qui vais vous accompagner. On va commencer par Bettina Laville. Bettina Laville, conseillère d'État honoraire, présidente du comité 21 et coordinatrice du rapport responsabilité numérique des entreprises. Alors, Bettina Laville, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est sur ce thème-là, vous qui avez travaillé sur un rapport, vous qui avez une vision globale de la chose, c'est ça qui nous intéresse, c'est de poser les éléments aujourd'hui. Bon, bonjour à tous d'abord. Écoutez, où on en est sur les aspects des liens entre la transition écologique et le numérique, je dirais qu'on en est au tout début. Autant la responsabilité des entreprises, des collectivités locales, des États, de nous tous, par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la perte de biodiversité, avance, alors beaucoup diront trop lentement, et je trouve aussi trop lentement, mais avance depuis, mettons, balbutiement la conférence de Rio, accélération depuis la conférence de la COP21 et le traité de Paris, autant il n'y a finalement que depuis 3 ans à peu près qu'il y a une véritable conscience du poids du numérique dans l'utilisation des ressources, dans les émissions de CO2, et donc sont parus à peu près en même temps toutes sortes de livres. Il y a eu le Shift Project, mais il y en a eu bien d'autres en l'occurrence, qui ont sensibilisé là-dessus. Et je n'ai pas l'habitude de donner beaucoup de chiffres, mais je pense qu'il faut quand même en donner quelques-uns pour placer les choses. Aujourd'hui, on a 3,5% des émissions, de l'ensemble des émissions de CO2 qui viennent de numérique. Alors, comme ça, ça n'a pas l'air beaucoup, sauf qu'il y a 6 à 7% d'augmentation par an. Et donc, c'est une très grosse augmentation. Et c'est bien que quand vous vous mettez dans la fameuse trajectoire où l'on doit baisser nos émissions, et ça, c'est l'Europe qui l'a décidé, le monde entier, mais le monde rame un peu, mais l'Europe de 1,5 à 2 degrés, en fait, pour ne pas dépasser 2 degrés, eh bien, en fait, rien que l'augmentation des émissions suffirait à annihiler, par exemple, les efforts qu'on fait en Europe. Donc, c'est un secteur tout à fait stratégique, puisque, je veux dire, et surtout d'ailleurs dans un pays comme le nôtre, où, comme on est un pays où l'électricité est d'origine nucléaire, on est à la fois relativement bon par rapport à nos politiques climatiques, mais en même temps, on a à faire de beaucoup plus gros efforts que d'autres, parce que justement, on a moins de marge, parce que je veux dire, on ne va pas se mettre à éliminer le charbon et du coup gagner une marge, puisque c'est déjà fait. Donc, si vous voulez, tout secteur qui émet beaucoup de CO2 est extrêmement important. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique aujourd'hui, ça fait 10% de la consommation mondiale d'électricité. Et donc là aussi, si on se rapporte à toutes les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, etc., on voit bien le poids que ça a. Et alors, très souvent, quand je parle au grand public, mais là nous avons des gens qui viennent de votre colloque, donc qui sont, comment dirais-je, plus au fait des choses. Mais il y a des choses qui frappent. On a par exemple aujourd'hui tous les équipements numériques, c'est-à-dire les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, tout ce qu'on veut. Il y a quand même 34 milliards d'équipements dans le monde. C'est assez vertigineux, si vous voulez. Et en fait, c'est exactement au niveau de l'énergie, comme si vous faisiez brûler en même temps 90 millions de radiateurs électriques. Voilà, je m'arrête sur les chiffres, mais on se rend compte de l'importance du secteur et on se rend compte surtout que quand on clique sur nos ordinateurs, etc.,
finalement, c'est tellement aujourd'hui un geste facile et c'est tellement un geste professionnel indispensable ou même de la vie quotidienne indispensable, on ne se rend pas compte de ce qu'on appelle de plus en plus l'impact. Or, cet impact est absolument considérable. Donc, si vous voulez, cette augmentation d'énergie ne se trouve pas simplement en plus dans les émissions. La fabrication de tous les produits électroniques et de tous les produits numériques fait qu'on utilise beaucoup de minerais et on voit aujourd'hui qu'on a une très grosse crise des minerais, des métaux rares, etc. On utilise énormément d'énergie primaire, on utilise beaucoup d'eau et c'est évidemment tout ça qu'on a examiné dans le rapport. En fait, le rapport de la plateforme RSE avait deux parties. Une partie sur la responsabilité sociale et une partie sur la responsabilité environnementale. La responsabilité sociale, à l'époque, était un peu au cœur du sujet, puisque quand on a commencé le rapport, on était avant Covid. Quand on a continué le rapport, on était pendant le Covid. Et évidemment, il y a eu tous les enjeux du télétravail qui ont évidemment augmenté de beaucoup les émissions. Et pour les entreprises, puisque aujourd'hui on est dans un monde d'entreprises, ce sont des choix absolument cruciaux, et en particulier en ce qui concerne le télétravail. Parce que pour le télétravail, on peut très bien se dire, et finalement on se le dit, moi j'ai eu samedi, j'étais à Nantes dans un débat où des jeunes m'ont dit, mais c'est formidable le télétravail, et c'était des jeunes engagés justement pour le climat, puisqu'on économise le CO2 qu'on dépense dans les transports, et donc finalement on se déplace beaucoup moins, et c'est bon pour le climat. Sauf qu'ils n'avaient absolument pas pensé à compter ce qu'ils dépensaient en matière numérique. Les jeunes, par exemple, c'est une population qui est extrêmement intéressante là-dessus, parce que les jeunes sont beaucoup plus, enfin certains en tout cas, sont beaucoup plus engagés pour les affaires environnementales et climatiques que aujourd'hui d'autres couches de la population, enfin d'autres couches d'âge de la population. Mais ils ne se rendent absolument pas compte ce qu'ils dépensent en streaming, en enregistrement de toutes sortes, etc. Et ça, ils ne le comptent pas, parce que c'est un geste générationnel pour eux. Ils sont nés avec ça. Et donc, ils n'ont absolument pas de distance par rapport à ce qui fait finalement l'univers quotidien de leurs apprentissages, de leurs connaissances et de leurs loisirs, et de leurs échanges, et en particulier tous les échanges en chat, etc. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment une conscience, j'allais dire comme le philosophe, une espèce de conscience malheureuse, parce que tout en ce moment, à partir du moment où vous considérez l'impact de vos actions et de vos gestes, et particulièrement effectivement dans une entreprise, il est évident que tout a un endroit et un envers. Et l'endroit, c'est que vous économisez effectivement du transport, vous économisez aussi peut-être de la fatigue, vous économisez du temps, et le temps est une grande richesse en matière de temps perdu dans les transports, etc. Mais vous utilisez beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose dont qu'il faut avoir complètement en tête, et c'est un peu la problématique de départ. Alors par ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait effectivement dans ce rapport? Il faut savoir que la plateforme RSE est une plateforme multi-acteurs, c'est-à-dire siège le MEDEF, siège l'ensemble, la CPME, etc., donc les entreprises, siègent les syndicats, siègent des ONG et siègent un certain nombre d'universités et de chercheurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait travailler tous ces gens-là ensemble et qu'en fait, on a forgé un concept qu'on a appelé RNE, exactement comme la RSE, qui s'appelle responsabilité numérique des entreprises. Vous savez que la RSE, ça existe depuis les années 2000, que vous avez plusieurs directives, que l'Europe est en train d'en sortir une pour l'année prochaine. Elle sera d'ailleurs votée sous présidence française, c'est-à-dire dans les 6 prochains mois. Elle sera votée en l'occurrence en juin et elle sera présentée. Elle a évidemment des obligations beaucoup plus fortes qu'auparavant, en particulier, ça c'est vraiment un enjeu important par rapport aux PME, en tout cas aux grandes PME. Et en fait, dans tous les critères, dans tout ce qu'on appelle les items que vous devez respecter dans les directives transcrites en droit français pour la responsabilité
sociale ou sociétale, ça dépend, la RSE des entreprises, vous n'avez absolument pas le numérique. Ce n'est absolument pas compté. Et les entreprises elles-mêmes, quand elles font leur fameux scope, c'est-à-dire que quand elles comptent l'ensemble des émissions de leurs activités ou des activités de leurs sous-traitants ou des activités de leurs clients, parce que le scope 3 consiste à tout compter, eh bien, n'ont pas encore aujourd'hui de méthode pour compter les émissions numériques, parce que finalement, elles sont comptées globalement dans l'énergie. Et donc, par conséquent, quand vous comptez quelque chose de global, vous ne pouvez pas viser très exactement la diminution des émissions émanant de vos ordinateurs, etc. Donc, en fait, si vous voulez, le numérique, avant, pour les entreprises, c'était d'abord une fabuleuse accélération, un moyen de travail qui a révolutionné l'ensemble des activités, ça c'est une évidence. Après, ça a été une très lourde charge, parce qu'il fallait faire une compliance par rapport aux données, aux sauvegardes des données, et les entreprises ont passé 10 ans à se mettre en conformité avec ce que voulait la Commission nationale informatique et liberté et les lois. Et donc ça a été un poids. Et maintenant arrive une autre contrainte, c'est-à-dire la contrainte de l'économie de l'usage du numérique, avec le fait d'apprendre ce qu'on appelle, et ce qui est, j'en parlerai peut-être si vous voulez, la loi, puisque vous avez depuis 15 jours une première loi qui a été votée, et ça c'est extrêmement important parce que vous n'aviez aucun texte français sur la sobriété numérique. Et aujourd'hui, il y a un sénateur qui a fait une proposition de loi qui s'appelle M. Chaise et qui a en l'occurrence travaillé avec un certain nombre de ses collègues. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans ce climat politique un peu tendu où nous sommes, eh bien, le Sénat et l'Assemblée se sont entendus pour que le texte voté par l'Assemblée soit accepté par le Sénat. Alors, vous voyez, quand vous voyez que le Sénat vient de refuser le budget, ça veut dire que quand même c'est une petite différence, en l'occurrence. Et ils se sont attendus sur le texte, bien qu'il y avait des trucs qui ne leur plaisaient pas, ils se sont entendus pour voter le texte du Sénat pour que ce texte ne soit pas repoussé à la prochaine législature, puisqu'on est en fin de législature, et c'est donc une preuve que finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété numérique est ressentie par les élus comme quelque chose de très important, et c'est très nouveau, parce que je peux vous dire que même au début de cette législature, vous parliez aux gens de sobriété numérique, franchement, ils ne savaient pas ce que c'était. Non, mais c'est un sujet, c'est vrai, mais merci beaucoup pour ces informations, parce que il est vrai qu'on est à peine sensibilisé. Parce que c'est vrai qu'on se disait, tiens, j'ouvre mon ordinateur, je regarde sur Internet. Mais il faut savoir que quand on quitte Internet sur son ordinateur, il y a tous les serveurs qui tournent autour. Et il y a une énorme énergie qui est dépensée. Et on ne s'en rend pas obligatoirement compte. Non, mais merci beaucoup pour ce positionnement. Ça me permet de passer la parole à Véronique Turner, qui est présidente du programme numérique responsable de Numéum. Alors déjà, Véronique, première question, est-ce qu'on peut resituer ce qu'est Numéum ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas être avec vous, mais je suis covidée, donc confinée. Donc, vous m'excuserez si je tousse un petit peu pendant notre échange. Et je vais essayer de maîtriser cette toux. Tout va bien pour l'instant. Du coup, oui, on va resituer Numéum. Donc, moi, dans la vraie vie, je suis une chef d'entreprise d'une PME. Qui est une entreprise de services numériques, qui est une entreprise qui est très engagée sur l'open source et le numérique responsable. Et au sein de Numéum, je suis au conseil d'administration maintenant depuis 2013 et depuis 2019, je m'occupe du programme numérique responsable. Alors Numéum, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe tous les acteurs du numérique, à savoir les entreprises de services numériques, les éditeurs de logiciels, les conseillers en technologie et puis ce qu'on appelle les acteurs plateformes. Aujourd'hui, Numéum, c'est 2300 adhérents. Peut-être que vous connaissiez mieux Numéum sous le nom de Syntec Numérique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Nom. Nous venons de fusionner cet été avec une autre organisation qui s'appelle Tech in France, qui rassemblait que des éditeurs de logiciels. Nous sommes rassemblés et nous avons décidé de changer de nom et nous appeler Numéum, avec une baseline très signifiante puisque c'est engagé le numérique. Donc on va revenir dessus. Mais donc Numéum, c'est aujourd'hui 2300 adhérents.
Numéum, c'est 50% d'acteurs qui sont sur tout le territoire. Et il y a à peu près un peu plus de 1000 PME en fait dans Numéum. Alors, et donc, Numéum, c'est rattaché en fait à la Fédération Syntec qui est elle-même rattachée au MEDEF. Donc ça permet de resituer en fait notre organisation professionnelle dans le paysage du MEDEF. Et donc là, on est au cœur de l'entreprise. Et que peut faire l'entreprise pour justement diminuer cet impact sur l'environnement? Je voudrais revenir juste, je vais donner quelques exemples très concrets pour les entreprises pour diminuer, mais vous l'avez compris, Numéum rassemble les acteurs du numérique, ceux qui fabriquent le numérique et donc qui proposent des solutions. Et donc notre secteur est fortement mobilisé sur le sujet de la responsabilité numérique. Donc on a un programme qui est un des 5 programmes stratégiques qui s'appelle le programme numérique responsable dont j'ai la charge et qui aujourd'hui s'appuie sur 3 axes qui sont 3 axes d'empreinte de numérique. Bettina Laville en a parlé rapidement, puisqu'on fait un gros focus aujourd'hui sur la partie environnementale, mais c'est important de parler et d'avoir une vision un peu holistique de l'impact du numérique. Il y a l'empreinte sociale, l'empreinte sociétale et l'empreinte environnementale. Je vais dire 2 mots sur les 2 premiers quand même, parce que je pense qu'en tant qu'entreprise, on doit adresser le sujet avec une vision à 360 et pas juste se concentrer sur le sujet environnemental. Donc l'empreinte sociale, c'est un sujet qui est plutôt autour de l'inclusion, donc le sujet de l'handicap, l'accessibilité numérique. Le sujet de la diversité dans le secteur du numérique, c'est beaucoup autour des femmes. Donc, on a des programmes importants autour des femmes dans le numérique. Comment attirer plus de femmes dans notre secteur. L'inclusion, c'est aussi le sujet de la formation et la reconversion. C'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, mais qui en disrupte également. Et donc, on accompagne aujourd'hui des gens qui sont sans emploi ou qui sont en emploi, mais sur des métiers qui évoluent rapidement et qui sont disruptés par le numérique, et donc on accompagne sur des programmes de formation et de reconversion. Puis enfin, l'inclusion, c'est l'inclusion dans les territoires, être capable que tout le monde, quelle que soit sa place dans le territoire, ait accès en fait aux outils numériques. Ça, c'est le premier pilier, c'est l'empreinte sociale. L'empreinte sociétale adresse des problématiques qui sont importantes et qui vont monter en puissance dans les mois à venir, qui sont les sujets de confiance, la sécurité, la transparence, des sujets autour également de la souveraineté. Ces sujets-là vont s'inviter fortement dans le débat présidentiel et puis également vous savez que la France va devenir présidente de l'Union européenne là en janvier, et donc ce sont les sujets, le sujet environnemental et le sujet de la sécurité sont 2 sujets hot topic comme on dit. Donc là-dessus également, Numéum travaille et accompagne en fait les acteurs du numérique à avoir une stratégie sur ces sujets de confiance, de transparence, d'éthique, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc le 3e pilier, qui est l'empreinte environnementale, donc Bettina Laville vient d'en parler en fait, on pourrait dire d'ailleurs sur les 3 sujets, empreinte sociale, sociétale et environnement, le numérique, moi j'aime bien dire ça, c'est un côté pharmacologique, c'est un côté potion-poison. C'est à la fois c'est source de problèmes et c'est souvent la source aussi des solutions. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas réussir la transition écologique de nos industries sans numérique. Par contre, c'est vrai que le numérique a une empreinte environnementale, Bettina Laville l'a dit, c'est émetteur de gaz à effet de serre et que la croissance annuelle est de l'ordre de pas loin de 10%, et donc c'est une courbe assez importante dans l'émission des gaz à effet de serre. Ce qu'on sait et qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, l'empreinte environnementale du numérique, elle est fortement concentrée sur la fabrication du matériel informatique. Et donc, pour en revenir à des éléments très concrets, vous me sollicitiez dessus pour dire concrètement pour une entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'est pas, je dirais, un acteur du numérique, mais qu'on a un usage du numérique. Des bonnes pratiques, c'est par exemple rallonger la durée de vie de son matériel, aussi bien un ordinateur qu'un téléphone portable. Et ça, c'est une des très bonnes pratiques. Une fois qu'on a rallongé la durée du matériel, c'est la possibilité de faire du réemploi.
Et puis, quand on a rallongé, on a fait du réemploi, c'est ensuite recyclé. Donc ça, c'est l'indispensable parce qu'on estime aujourd'hui que c'est pas loin de 80% de l'empreinte environnementale, la fabrication du matériel. Ensuite, si vous fabriquez des solutions numériques pour votre entreprise, eh bien, il faut s'inscrire dans des trajectoires d'éco-conception. Au moment de la conception de ces solutions, eh bien, mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques qui vont tenir compte de la consommation énergétique notamment de votre service. Donc, nous, au niveau de Numéum, pour aider les entreprises, et pas uniquement les entreprises de Numéum, on a lancé une très grosse initiative qui s'appelle Planète Tech Care, qui est une initiative qui est gratuite, qui rassemble aujourd'hui pas loin de 500 signataires. Je crois que ce matin, je regardais le compteur, on est à 490 signataires, à peu près une cinquantaine d'acteurs de la formation. Le reste des entreprises, vous avez des entreprises de toute taille, des toutes petites entreprises, des PME, des ETI, évidemment des grands groupes, des grands groupes du CAC 40, dans tout secteur, dans le secteur du retail, de l'industrie, des transports, de l'énergie, évidemment des acteurs du numérique. Et donc, tous ces acteurs sont engagés au niveau de Planète Tech Care. Et ici, une charte qui dit, qu'on reconnaît que le numérique a une empreinte environnementale, qu'on s'engage dans une dynamique de mesure et de réduction de cette empreinte. La mesure est un élément important, on n'en a pas encore parlé, mais c'est difficile d'avoir une trajectoire de réduction si on ne mesure pas. Et donc, engager une trajectoire de mesure est importante. Aujourd'hui, pour les entreprises d'une certaine taille, elles sont familières de la mesure, alors pas forcément du sujet numérique, mais sur d'autres indicateurs. Aujourd'hui, dans les politiques RSE, pour les entreprises qui sont réglementées sur ces sujets-là, elles savent faire des mesures d'empreinte carbone. Et donc aujourd'hui, on sait le faire également sur le volet numérique, et c'est important si on veut réduire. Donc voilà, donc les acteurs signataires, entreprises ou acteurs de l'information qui sont engagés au niveau de Planète ont signé cette charte, et ça leur donne accès tous les mois à des ateliers qui sont animés par des partenaires. Aujourd'hui, on a 23 partenaires, ça va de l'ADEME à des acteurs comme le Shift Project que citait tout à l'heure Bettina Laville, et vous avez des acteurs comme le CIGREF qui rassemble les DSI du CAC 40, vous avez des pôles de compétitivité, vous avez des acteurs comme l'Institut du numérique responsable qui est très spécialisé sur le sujet du numérique responsable. Voilà, vous avez aujourd'hui 23 associations, vous avez l'ABPI également qui est partenaire, qui s'engagent pour les entreprises de Planète Tech Care à animer des ateliers. Donc tous les mois, vous avez des ateliers qui vous permettent de monter en compétence sur le sujet du numérique et environnement, soit sur des volets réglementaires, comme l'a dit Bettina Laville, il y a une actualité très riche réglementaire, et donc pour les entreprises, c'est important qu'ils savent la réglementation autour de ce sujet. Mais vous avez des sujets qui sont plus techniques, comment mesurer, vous avez des sujets de sensibilisation, ça adresse aussi bien des populations de la RSE, du marketing, du commerce, de la direction générale. Donc, tous les mois, vous avez 1 ou 2 ateliers gratuitement qui vous permettent en fait de monter en compétence. Tous ces ateliers sont enregistrés, ils sont en replay, c'est-à-dire que si vous arrivez... ce soir, vous dites, tiens, je veux m'engager, je vais signer, je vais rejoindre Planète Tech Care, vous aurez accès évidemment à tous les ateliers qui ont été délivrés depuis 1 an, parce que l'initiative est très jeune, elle a juste 1 an. Elle a été lancée il y a 1 an par Barbara Pompili-Cédrico. Ce n'est pas une initiative gouvernementale, mais elle a l'appui aujourd'hui de Barbara Pompili-Cédrico parce qu'elle s'inscrit, cette plateforme Planète Tech Care, dans la trajectoire, la feuille de route gouvernementale du numérique et environnement. Et donc, vous avez accès à plein de services aussi annexes. Par exemple, vous pouvez accéder à un annuaire qui vous met en relation avec des entreprises qui disposent de la compétence sur ces sujets du numérique et environnement, aussi bien des sujets de mesure que des sujets de compétences RSE. Ça peut être aussi des sujets autour de l'innovation. Donc, vous avez aussi bien des sujets de Green IT que IT for Green. Et donc, également dans cet annuaire, vous pouvez trouver des entreprises qui sont en proximité. Donc là, si vous allez sur l'annuaire, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je vais vous montrer juste rapidement. Non, donc ça, ce n'est pas possible. On ne va pas donner l'accès. Mais si vous allez sur le site de Planète Tech Care, il y a un jeu de mots sur tech, c'est TECH, planète-techcare.green. Vous verrez, du coup, vous aurez accès à la charte, vous aurez accès à tout le programme et vous aurez accès à l'annuaire et vous verrez que vous pouvez choisir pour le Grand Est tous les acteurs qui sont référencés aujourd'hui et qui offrent des solutions pour vous accompagner sur ce sujet-là. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est cette approche-là, puisque là, on a comme une bibliothèque, une boîte à outils.
Donc l'idée, c'est par rapport à ce qu'on peut faire et puis aussi sa capacité à faire et à motiver aussi le personnel, on va pouvoir puiser dans cette boîte à outils. Et là, on part en fait de la constatation qu'on a eu tout à l'heure. Maintenant, on essaye de faire et d'améliorer, ce qui n'est pas simple, hein, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que c'est parfait que Numéum aide en fait les entreprises et avec votre action en fait puisse donner des conseils parce que c'est pas si simple que ça. Et puis après il y a la troisième étape. La troisième étape, c'est le futur. Alors hier on échangeait et puis il me parlait oui c'est le futur loin. On parle de 5 à 10 ans, pour moi c'est le futur proche quand même. Mais bon. En tout cas, vous allez voir, moi je voudrais vous donner la parole à... Merci Véronique déjà pour cette intervention et je voudrais donner la parole à Marc Antonini. Alors Marc Antonini est directeur de recherche chez NRS au laboratoire I3S à Sofia, donc c'est le laboratoire informatique signaux et système de Sofia Antipolis. Et là on va parler de nouvelles méthodes de stockage. On va parler d'ADN synthétique. Alors là, je vais arrêter, là, je vais lui donner la parole, hein, parce que là, je ne maîtrise plus. En tout cas, ça a l'air bien. Ça a l'air cher tout de suite, mais ça a l'air moins cher après. Mais ça a l'air bien. Je lui laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc pour compléter l'introduction, en fait, je travaille au laboratoire I3S, qui est une UMR, donc unité mixte de recherche de l'Université Côte d'Azur et du CNRS. Et donc, je dirige une équipe de recherche en compression de données multimédia. Donc, voilà. L'objectif est de rechercher des méthodes de compression. Alors, vous connaissez vos méthodes telles que JPEG ou HEVC, peut-être que vous utilisez en prenant des photos ou quand vous regardez votre télévision numérique. Et donc, il peut être. Donc là, on est sur une piste de dire qu'on diminue un impact au travers en fait du stockage de la donnée. Absolument. Voilà. C'est encore un autre vecteur. C'est un vecteur. Exactement. On est sur les aspects compression, donc c'est fondamental. C'est pour réduire la quantité de données à stocker ou à transmettre. Donc, et de manière pérenne, on n'est pas sur le DVD qui, au bout d'un certain moment... Je vais introduire les aspects ADN. Donc, effectivement, je voulais partir d'un constat et d'un nombre, hein, donc 175 zeta-octets. Alors, un zeta-octet, c'est quoi? C'est 1 milliard de téraoctets. Donc, 175 milliards de téraoctets, c'est la quantité de données numériques sur la planète en 2025. Donc, ça, ce sont des prédictions. Et donc cette quantité de données, en fait, elle augmente de façon exponentielle. Hein, donc on va avoir de plus en plus de données numériques sur la planète. Alors, la problématique, elle est multiple. Hein, on a les capacités de stockage pour stocker cette quantité de données ne croît pas suffisamment dans l'année pour pouvoir ingurgiter toute cette capacité de données. Donc probablement qu'à un moment donné, on sera obligé de perdre de la donnée si on ne fait pas quelque chose. Et puis effectivement, au niveau environnemental, on est donc sur comme vous le disiez, donc c'est des choses qui ont un impact très fort. Alors pour donner juste une petite grandeur, 175 zeta-octets, si on devait stocker ça sur des disques Blu-ray, donc les fameux disques que vous utilisez pour stocker vos vidéos, eh bien on pourrait empiler, en fait, créer 23 piles de disques dont la hauteur serait égale à la distance Terre-Lune. Donc on est sur une quantité de données faramineuse. Alors évidemment, les chercheurs s'intéressent un petit peu à des solutions de stockage un peu différentes des disques durs ou des bandes magnétiques que vous connaissez. Et parmi les candidats possibles, un candidat très sérieux est aujourd'hui l'ADN. Alors l'ADN, on parle d'ADN synthétique. Alors pourquoi l'ADN? Alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est pérenne. Donc on sait aujourd'hui lire de l'ADN qui a plusieurs milliers, centaines de milliers d'années, voire millions d'années. On a séquencé récemment l'ADN d'un mammouth d'1 million d'années. Et l'ADN est quelque chose qui est très compact. Donc c'est le support de la vie. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas utiliser cette molécule en fait, pour stocker de l'information numérique. Et donc c'est sur cette idée-là qu'on développe aujourd'hui des recherches, c'est-à-dire convertir la donnée binaire en données dites quaternaires. Hein, vous connaissez les 4 bases de l'ADN, donc A, T, C et G, adénine, thymine, cytosine, guanine. Donc on convertit du code binaire en code quaternaire et on va synthétiser de l'ADN, des molécules d'ADN. Donc les chimistes vont synthétiser ces molécules. Donc ils vont pouvoir stocker ces informations. Alors, on parle d'ADN synthétique, il ne porte pas la vie, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de gènes ou d'ARN. Hein, ce sont vraiment une conversion binaire en code quaternaire, en code ADN, mais il ne traduit rien de vivant. Et on va les stocker où? Alors, cet ADN synthétisé, il va être stocké dans des capsules, en fait. Alors, c'est une entreprise française hein, qui est spécialiste mondiale de ça, donc qui s'appelle Imagen, qui fait. Alors, on le met dans des capsules en
des petites capsules donc, en titane qui sont scellées au laser et dans lesquelles, qui contiennent une capsule en verre où l'ADN est stocké de façon déshydratée et à l'abri de l'oxygène et à l'abri de la lumière. Donc conservé sous cette façon-là, théoriquement, on peut montrer qu'il peut être conservé plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années, sans avoir, à température ambiante, on peut le mettre dans un tiroir de son bureau, et on n'a rien à faire. Et donc, dans 100 ans, si vous voulez reséquencer l'ADN, vous pouvez le reséquencer et redécoder la donnée que vous aviez stockée sur cet ADN. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur une capsule d'ADN, 1 gramme d'ADN, on va dire, donc une petite capsule, comme ça, c'est une petite gélule, on va dire, eh bien, on peut stocker la quantité équivalente d'un data center. Donc, un data center complet pourrait tenir dans une capsule. Alors, quand on sait la quantité d'énergie qu'un data center consomme, la capsule, une fois créée, l'ADN, une fois synthétisé, bien, il ne consomme plus aucune énergie. Donc, on est au niveau de l'environnement, on est très green. Alors, il y a encore, je dirais, des pistes de recherche pour améliorer pour le stockage, l'accès à la donnée une fois qu'elle a été stockée. Mais bon, ça avance très vite. Et je parlais tout à l'heure de la temporalité, ça veut dire, on parlait 5-10 ans, parce que là, aujourd'hui, on avait échangé, c'est assez élevé, le prix est élevé si on veut le faire. Oui, exactement. Alors pourquoi le prix est élevé? Parce qu'aujourd'hui, qui s'intéresse à la synthèse, ce sont les biologistes. Et donc, les entreprises qui font la synthèse d'ADN synthétisent des brins d'ADN qui sont de très grande qualité pour les biologistes. Et donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça encore dans le monde, mais donc elles pratiquent les prix un peu qu'elles veulent. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que c'est des technologies vraiment très, très sophistiquées. Donc, il y a quand même, je pense que le prix est aujourd'hui justifié. Maintenant, dans la mesure où la tendance va être de stocker de la donnée numérique, donc des grandes quantités de données sur de l'ADN, la synthèse ADN va forcément baisser en coût. Et on l'a vu avec le transistor. Au début, un transistor, quand il a été créé, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, on intègre des millions de transistors dans des chips et ça ne coûte plus rien. Donc, les prédictions montrent que la synthèse ADN en fait, sera dans le même modèle, on va dire. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que je vais parler de 5-10 ans. Aujourd'hui, ça coûte cher. La tendance fait que d'ici 5 ans, on va commencer à être concurrentiel au disque dur. Et d'ici 10 ans, on sera complètement, entre 10-15 ans, allez, je ne veux pas trop non plus dire, on sera complètement concurrentiel. Alors par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on adresse de la donnée dite froide, c'est-à-dire de la donnée rarement, à laquelle on accède rarement. Alors qu'est-ce que c'est cette donnée froide? C'est vos vieux emails dans le système de mail, donc que vous ne regardez jamais mais que vous conservez, que vous ne savez même pas que vous avez, des vieilles photos que vous avez laissées sur Facebook ou sur un autre réseau social et que vous ne regardez jamais, mais que les data centers sont obligés de conserver. Et donc ils créent des data centers, les hébergeurs sont obligés de conserver et ils créent des data centers exprès pour les données froides. Amazon Glacier, par exemple, va stocker des données froides. Et donc, ça consomme de l'énergie, mais on ne s'en rend pas compte parce que ces données, on les a peut-être même oubliées, on a oublié qu'on les avait. Donc là, c'est de l'archivage. C'est de l'archivage, c'est de la donnée qui doit être archivée ou qu'on appelle aussi des backups, des troisièmes backups pour les entreprises, en fait, pour préserver les données. Mais on peut y avoir accès quand même. Ah, exactement. C'est-à-dire que l'accès, alors contrairement à la donnée chaude, dite chaude, c'est-à-dire qu'on accède dans la fraction de seconde, on n'accédera pas dans la fraction de seconde dans la donnée froide. Mais c'est le cas aujourd'hui. Si vous avez stocké vos données sur un serveur de données froides, eh bien, vous ne l'avez pas dans la fraction de seconde. Il va falloir attendre un petit peu et peut-être payer même pour avoir accès à la donnée. Donc on est plutôt aujourd'hui sur des systèmes, compte tenu qu'il y a quand même un processus assez complexe quand même à mettre en œuvre, qui fait intervenir à la fois donc du traitement de l'information, de la chimie, pour le séquençage aussi des compétences en biologie. Le processus est assez complexe, mais on sait relire la donnée, effectivement. Une fois qu'on a cette capsule, on peut récupérer l'ADN, le séquencer et revenir sur la donnée numérique d'origine si on en a besoin, effectivement. Donc là, en fait, aussi, on peut dire qu'on ne va pas construire de data center, parce que donc là, il y a un impact aussi sur la construction de data center. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre de ne plus construire de data center, puisque le stockage, il sera sur des espaces beaucoup plus petits. Le stockage sera très compact. Théoriquement, on dit toutes les données de la planète aujourd'hui peuvent être stockées dans une quantité d'ADN qui se contiendrait dans une boîte à chaussures. Il ne faut pas la paumer. Voilà. Faut pas l'oublier. Par contre, contrairement justement au disque dur, aux bandes magnétiques dans les data centers, il est très facile de répliquer l'ADN.
Donc on ne va pas stocker dans une capsule d'ADN, mais on va faire plusieurs copies de cette capsule, de façon à préserver. Hein. Donc, et ça, justement, c'est un point aussi dans les data centers, un point important, c'est que la donnée, on ne le sait pas, hein, mais chaque 5 ans, pour les disques durs, chaque 10 ans pour les bandes magnétiques, elle est recopiée sur des nouveaux disques durs ou des nouvelles bandes magnétiques, parce que les disques durs ont des durées de vie limitées. Oui. Et donc, tout ça, ça consomme de l'énergie. Il y a des problèmes de recyclage pour les matériaux. Voilà, donc, on a parlé matériel, c'est important. 80%, c'est du matériel en fait. Hein. Et je retiens aussi l'idée de garder plus longtemps son matériel informatique dans les entreprises. C'est une action que j'essaye aussi de faire à mon humble niveau au travers de la Banque du numérique qui s'est installée sur Nice, et de l'idée de dire que vous, dans votre société, vous avez du matériel que vous ne pouvez plus utiliser, mais quelqu'un qui vient de créer sa société et qui a peut-être besoin d'un ordinateur qui n'est pas aussi puissant que ce que vous avez besoin vous, qui peut continuer à l'utiliser, parce que souvent on met de côté du matériel qui fonctionne en fait. Alors je vois que le temps passe. Je voulais donner la parole au public, et avec Kevin qui doit être là, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi j'en ai encore une, mais je vous laisse la primeur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces interventions et par rapport à la RSE et cet aspect digital? Bon, moi, je me lance. Hein. Moi, je me lance. Hein. Ah, vous en avez une? Bon, allez-y. Je veux dire, c'est fascinant, là, ce que vous racontez, mais j'aimerais bien savoir, avec ce niveau de recherche et justement l'appel à ces technologies, le titane, etc., est-ce que vous avez déjà une idée du bilan énergétique qu'il faut pour fabriquer ce que vous êtes en train d'imaginer? Alors, je n'ai pas de chiffres. Il est clair qu'aujourd'hui, selon les technologies de synthèse, elles peuvent être polluantes si on veut stocker des grosses quantités de données. Aujourd'hui, la tendance, évidemment, les chimistes en sont conscients, et si on veut produire en masse, il va falloir réduire cette pollution, et donc avec de la microfluidique, par exemple, donc des termes techniques, mais donc effectivement, l'objectif est de réduire. Hein, donc, quoi qu'il en soit, à terme, je pense que les consommations énergétiques pour la synthèse seront maîtrisées et relativement faibles. Quoi qu'il en soit, il n'y aura plus de consommation énergétique pour le stockage. Une fois que ça sera synthétisé, on ne parle plus. Donc c'est une énergie qui va être utilisée ponctuellement. J'ai une question pour Véronique. Je voulais vous demander, vous avez lancé l'idée donc de garder son matériel un peu plus longtemps, de garder son téléphone un peu plus longtemps. Un autre conseil qu'on peut donner aux entreprises, un conseil qu'on peut réaliser du jour au lendemain assez facilement, sans grand investissement. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner là, de votre panier à idées? Alors, avec 2 conseils, je pense sur les achats. Avoir des achats responsables. Donc, quand vous faites vos achats sur le volet informatique, numérique, vous avez des entreprises qui ont des labels aujourd'hui sur la dimension responsabilité. Donc, choisir des entreprises qui sont labellisées et qui ont une vraie trajectoire en fait, de durabilité. Donc ça, c'est facile aussi à mettre en œuvre. Et puis, je pense que toutes les entreprises ont un site web. Et dans les sites web, repenser, je dirais, là, notamment souvent les pages d'accueil qui invitent des fois à de la vidéo. Essayez de vous inscrire dans une logique de sobriété, moins d'usage en fait systématisé de la vidéo, qui est consommateur d'énergie. Et qui est, on va dire, parfois un peu gadget et qui n'est pas forcément des choses qui vous permettent réellement de faire du business, mais sur lesquelles vous pouvez rapidement avoir un impact. Tout à fait. Je voulais peut-être juste revenir sur un sujet qui était important, qui était le télétravail, puisque ça concerne aussi toutes les entreprises. Oui. Et que c'est vrai que Bettina Laville l'a dit en introduction, le télétravail à la fois, je dirais, permet de réduire quand même de manière significative les gaz à effet de serre, notamment par nos transports. Et c'est vrai qu'il y a cette notion d'effet rebond, parce que par ailleurs, on a un usage du numérique plus important.
Globalement, quand même, je voudrais quand même dire que dans le bilan, si on regarde à la fois ce qu'on économise en gaz à effet de serre par les transports notamment, et puis l'empreinte qu'on génère par l'usage numérique, globalement, le bilan reste toujours positif. Et il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite par l'ADEME avec une infographie, je vous invite à aller regarder sur le site de l'ADEME, qui est justement sur ce sujet du télétravail et qui vous permet de comprendre en fonction des différents usages par entreprise, des différents salariés du télétravail, vous aurez un impact, un bilan plus ou moins positif en fait sur votre empreinte, notamment c'est l'empreinte carbone. Voilà. Et pour ceux qui veulent comprendre le sujet numérique et environnement, il y a une petite FAQ sur Numéum que vous pouvez télécharger. Ça se lit en 10 minutes et ça vous permet vraiment, tous les chiffres qui ont été cités par Vétérinaire, on les retrouve dans cette étude et ça vous permet de comprendre ce que c'est aussi un cycle ACV en fait, qui permet en fait d'avoir une vision vraiment holistique et à 360 de la problématique d'une mesure d'empreinte environnementale sur le numérique. Oui, c'est le but de cette table ronde est de sensibiliser, de faire un effet levier pour se rendre compte en fait de ce qui se passe et d'arrêter de penser que parce que je suis tout en numérique, d'un seul coup, je ne pollue plus. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le postulat de base. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais remercier Bettina Laville d'être venue avec nous. Véronique, merci à distance. Vous avez réussi quand même à être avec nous. Et puis Marc Antonini, merci beaucoup pour ce futur proche. Vous remercier. A priori, je suis exactement presque à l'heure. Oui. Ah, on a une question. Ah ben voilà. Allez, si c'est une petite question, on y va. Attendez, si c'est pour Véronique, on va prendre par le micro. Ouais, ça sera mieux comme ça, on vous entend. Je le tiens. Merci. Oui. Bonjour. Je voulais savoir si dans l'organisation Planète TechCare, les opérateurs et les constructeurs de smartphones, Apple, Samsung et bien d'autres, sont engagés en fait, ou c'est en cours, parce que bien sûr, je sais qu'il y a certains discours et engagements de leur part qui vont dans le bon sens. Après, ça reste du discours, ils sont souvent tentés par le greenwashing. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un engagement de leur part, puisque ce sont des acteurs qui ont une responsabilité qui est énorme dans cet enjeu? Oui, alors il y a, je pense d'ailleurs que ce sont les acteurs qui sont aujourd'hui les premiers en fait concernés par le sujet. Et donc, oui, ils sont sensibilisés. On a leur organisation professionnelle qui sont aujourd'hui partenaires de l'initiative. Parmi les signataires, je pense qu'il y a quelques acteurs en fait qui sont présents, mais ce n'est pas encore suffisamment. Mais l'initiative, elle est toute récente puisqu'elle a juste 1 an. Mais j'ai bon espoir que demain, on aura tous ces acteurs-là qui seront signataires de Planète TechCare. Je pense qu'on est au début. Mais début positif, pas le début de la fin. Début positif. Merci en tout cas à nos intervenants, merci à toutes et à tous. Non, parce que je veux quand même respecter les timings qu'on m'avait donnés. C'est bon? Allez, soyons fous, une dernière. Alors, pardon. Oui, bonsoir. J'ai une question pour Marc Antonini. J'étais vraiment surprise par cette présentation. C'est donner tout de suite une idée. Et comme moi, je suis un founder dans une start-up qui peut peut-être consommer beaucoup de données, j'ai une proposition de penser peut-être, est-ce que vous pensez ou pas de collaborer avec les grands start-up qui sont en train de se développer et qui peut partager avec vous cette partie d'investissement pour faire avancer votre technologie plus vite et faire le venir vers la présence plus vite, parce que c'est une compagnie qui peut être intéressée par l'utilisation de votre technologie pour le futur, parce qu'ils vont grandir, les data vont grandir très vite, parce que c'est de nouveaux joueurs sur le marché. Alors, effectivement, on est ouvert aux collaborations, donc que ce soit académique ou industriel, il y a, effectivement. Et justement, ça me permet de rebondir sur un sujet qui est un PEPR, donc, dans le programme d'investissement, le 4e programme d'investissement d'avenir, donc Molecule Archive, donc, que j'ai piloté et que aujourd'hui je suis directeur de programme, donc c'est un projet qui vient de passer récemment, et qui cherche à fédérer en fait la recherche française dans ce domaine.
alors recherche, donc fédérer les chercheurs dans le domaine de l'information, donc la communication, la chimie, la bioinformatique, enfin, etc. Donc tous les acteurs en fait dans ce domaine. Et effectivement, si possible aussi des industriels qui sont intéressés. Donc il y a quelques industriels en France, donc leaders, donc il y a Imagen et il y a DNA Script qui font de l'imprimante, enfin, d'impression d'ADN. Donc et d'autres startups qui sont en train de se créer. Moi-même, j'ai avec une de mes étudiantes, nous avons un projet de création de start-up donc pour l'année prochaine. Donc effectivement, toutes les collaborations sont les bienvenues et on pourra en discuter si vous voulez, mais voilà, je suis très, très ouvert à ça. Et je voulais juste terminer aussi, côté américain, il y a une alliance qui s'est créée qui s'appelle la DNA Data Storage Alliance, donc qui regroupe des grands acteurs comme Microsoft, Western Digital et des acteurs donc, de synthèse ADN comme Twist Bioscience ou Illumina qui font du séquençage. Donc ce sont des très grands groupes américains qui en fait ont créé cette alliance pour justement promouvoir le stockage de données sur ADN. Et en France, on a toutes les compétences pour y arriver. Il faut fédérer la recherche pour y arriver. J'espère qu'avec Molecular Archive, qui est un projet national donc financé donc, par le programme d'investissement d'avenir, on y arrivera et pousser aussi à l'Europe pour avoir face aux Américains une solution, je dirais, européenne, souveraine pour stocker nos données dans l'avenir et ne pas aller chercher voilà, des compétences à l'étranger. Donc voilà, donc je pense que oui, la réponse est oui, on est ouvert à des collaborations et vous êtes tous les bienvenus si vous voulez travailler sur ce sujet qui est quand même très, où il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. En tout cas, on est au cœur de l'innovation et si l'innovation elle est française et en plus européenne, il n'y a pas mieux. Eh ben, merci beaucoup, bonne soirée.